Peut-être Angéline May, comment d'un point de vue éthique on aborde ces sujets-là, à la fois de communication, de friction entre ce qui a été dit sur ces objets qui intègrent notre domicile, voire même de prévention? Alors ces objets, je rebondis vraiment sur le fait que ça rassure surtout les aidants de nos patients. En tout cas, ça nécessite d'en discuter avec eux et surtout de s'adapter. On l'a tous bien dit. Les objets connectés sont vraiment des outils intéressants qui aident nos patients, mais qui ne sont pas utiles à tous. Voilà, donc d'un point de vue éthique, moi je dirais qu'il faut se centrer sur le patient, voir ce qui est utile et voir ce qu'il veut et beaucoup s'adapter. Voilà. Avec toutes les problématiques aussi liées aux difficultés de maladie de mémoire, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Okay. Ce qui me questionne quand même, c'est qu'on voit bien, c'est comment on s'adapte aux besoins de l'individu, comment on s'adapte à sa situation sociodémographique, économique, mais il y a toujours cette friction entre sécurité et surveillance. Comment véritablement on arrive à laisser la personne décider librement? Comment on arrive à faire en sorte que quand on prend un outil de télésurveillance, par exemple, ça ne soit pas pour la réassurance de l'aidant, mais vient parce qu'on considère que c'est pertinent pour soi et que ça l'est. Je donne cet exemple-là, mais on pourrait en prendre d'autres. En échangeant et en recueillant la volonté, les besoins de la personne. Enfin, à domicile, enfin, ou en établissement, il faut s'assurer en permanence que l'organisation va pas impacter négativement justement le souhait, la volonté de la personne. J'évoquais la question tout à l'heure de la liberté, par exemple, d'aller et venir dans un établissement. On a encore aujourd'hui beaucoup d'établissements avec des portes fermées, des unités qui sont dans lesquelles il est impossible de sortir ou de rentrer si on n'a pas le code à 50 chiffres. Et il y a des établissements qui aujourd'hui réfléchissent à la façon en permanence d'organiser les choses pour que les résidents puissent aller et venir comme ils le souhaitent. À domicile, c'est la même chose. C'est plus difficile à domicile, je dirais, parce qu'il y a peu ou pas suffisamment d'échanges entre professionnels, que quand une aide à domicile intervient, elle est seule, en général, et seule face à la personne à aider ou à son aidant. Donc, c'est plus compliqué, mais je pense qu'il faut qu'on ait cette exigence permanente de s'assurer que l'organisation et que la solution proposée soit bien acceptée par la personne. On a dans les établissements et services des comités éthiques. C'est pas pour donner une doctrine, c'est bien pour justement rappeler en permanence dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire le sens de l'action et organiser les services à destination des personnes fragilisées. Est-ce que quelqu'un veut rebondir? Dans les différents rapports dont on faisait mention largement hier, il y a notamment le rapport de Madame la députée Dufeu-Schubert, qui n'est pas encore sorti, mais qui devrait l'être bientôt. Elle pose la question de la place des seniors donc dans la société et du regard qu'on y porte. Elle parle notamment de l'agisme. Peut-être que, Guénaëlle, vous pouvez continuer. Je sais que vous avez soit été auditionné, en tous les cas. C'est un sujet essentiel. C'est un sujet essentiel. Et ce matin, mais j'étais vraiment très, très heureuse d'entendre, c'était dans un des films, Vive l'EHPAD. On est aujourd'hui, alors on ne l'entend pas souvent, parce qu'en ce moment, et depuis un an, on est plutôt sur de l'EHPAD bashing, où chaque fois qu'on parle d'un établissement, c'est pour dire combien il y a de la maltraitance et combien c'est compliqué de vivre en établissement. Moi, je pense que la façon, et c'est l'idée aussi qu'on porte en mutualité, la façon de porter un regard sur les personnes vieillissantes est un élément essentiel, mais il faut qu'on
qu'on change, enfin c'est une forme de révolution aussi et de positionnement par rapport à la façon dont on a pensé pendant des années le dispositif d'accompagnement des personnes dépendantes. Il faut qu'on change les termes utilisés. Nous, on essaye de parler de plus en plus d'autonomie parce qu'en fait, vous le savez bien, aujourd'hui en France, on évalue une situation individuelle avec la grille Agir qui permet de définir un niveau de perte d'autonomie en fonction des actions que la personne ne peut plus faire. Donc on est en permanence en train d'évaluer de façon négative la personne. On dit, elle peut plus se lever toute seule, elle peut plus manger toute seule, elle peut plus s'habiller. Il y a des pays qui voient les choses complètement différemment et où on est beaucoup plus dans la recherche, effectivement, et la valorisation de ce que les personnes savent encore faire, de la façon dont les personnes et agir sur les éléments positifs de la personne. Donc c'est un vrai changement de regard. On n'est pas encore arrivé à ça, mais je ne doute pas que les générations qui arrivent vont nous permettre de faire bouger un peu les lignes.